Que par exemple dans les contes celtes, l'héroïne du conte, c'est elle qui voit s'il y a un homme qui éventuellement pourrait être un bon allié ou dans son lit ou pour gérer ses terres, voire agrandir son royaume. Elle a une fonction sociale claire. Elle peut être artisane, elle peut se déplacer, elle peut avoir des connaissances. Voilà, elle a une fonction sociale qui est définie non pas par rapport à sa place par rapport à un homme, mais par rapport à un rôle défini dans la société ou dans une hiérarchie sociale. Je compte depuis très 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 longtemps. C'est un peu devenu une passion. Le conte, c'était la liberté de la parole et c'est compté dans les circonstances les plus anodines et les plus conviviales. J'ai volontairement essayé de me mettre dans une tradition de transmission orale, on va dire à la bonne franquette. Je me suis dit que c'était intéressant de parler de la place des femmes dans les contes, on va dire d'Europe, parce que je n'ai pas la prétention de connaître cette place sur tous les continents. Et j'ai trouvé ça intéressant de parler de ça aujourd'hui. Et comme ce que je vais évoquer, c'est beaucoup la place des femmes dans la culture et dans le monde rural et de l'importance de leur place dans la transmission dans le monde rural. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler en fait dans un petit bourg. C'est pas vexant de dire ça, je pense. Un homme qui lui plairait éventuellement, et elle met en place une stratégie pour voir si c'est le bon. C'est-à-dire elle le soumet à des épreuves, clairement. Où elle essaye de le duper, puis elle va voir s'il est assez malin pour voir, où elle l'attire dans des endroits, et puis hop, elle disparaît. Et elle voit comment il réagit, ou etc., etc. Elle le teste, visiblement elle le teste. S'il remplit bien, s'il s'en sort bien dans les épreuves, elle couche avec lui. 6 mois, 1 an, peu importe, éventuellement même, elle a un enfant avec lui. Et si vraiment elle juge que c'est dans son intérêt, alors elle va faire un lien matrimonial. Elle va faire une alliance matrimoniale. Son père n'a rien à voir dans cette histoire. Il n'est absolument pas évoqué dans l'histoire. J'ai un peu tressé 3 approches et qui, du coup, ce tressage met en évidence des hypothèses que je pouvais avoir de façon intuitive, mais après les recherches que j'ai faites, j'ai quand même passé au minimum 3 ans de lecture et de relecture et 2 ans à travailler sur l'écriture d'un livre qui présente ces hypothèses et où j'analyse 12 contes d'Europe qui sont certains connus, certains inconnus. Donc il y a un vrai travail de recherche et de réflexion derrière. Et donc ce tressage, c'est d'une part, il y a l'histoire des femmes en Europe, mais ça remonte bien avant. C'est-à-dire à un moment où l'Europe ne voulait rien dire, où les territoires de l'Europe étaient des territoires sans frontières, habités par des peuples nomades, dont les Celtes et d'autres peuples. Donc c'est toute cette histoire, et je me suis un peu autorisée, c'était mon plaisir, de retourner, d'imaginer vraiment l'origine des contes et les premières situations où il y a eu des récits des contes. Donc c'est l'histoire des contes en Europe et l'histoire des femmes en Europe, mais je remonte à l'aube du langage. Donc voilà, il y a cet aspect-là, avec toutes les évolutions sociales, politiques, économiques, culturelles qu'on a pu voir en Europe et plus spécialement en France, mais disons c'est des mouvements de développement d'une civilisation dans toute l'Europe. Et voilà, ça c'est un des fils de ma tresse. Les premiers récits, les contes, ils nous parlent de ça. De la constitution en fait, des premières cultures. Et dans n'importe quelle culture de par le monde, les rapports entre les générations, les rapports entre les genres, et bien sûr les rapports des êtres humains avec les autres espèces, donc toutes les espèces animales, mais aussi les espèces végétales, et aussi les éléments forts de la nature, comme les montagnes, les fleuves, les saisons et tout ça, c'était totalement capital. La culture s'est érigée en donnant, enfin toutes les cultures, quand je dis ça, mais le phénomène des cultures, s'est érigé en comment donner du sens à tout cet environnement. Et comment donner du sens, ça s'est fait par le langage. Il y a un autre fil qui est l'évolution de la transmission des contes, parce que c'est toute une histoire, la transmission des contes. Il y a une partie qui est
très peu connu ou qui n'est traité que par des anthropologues, qui n'intéresse que... Après, il y a eu toute une partie qui a été la passion des folkloristes. Et puis, donc, cette transmission, elle a été orale, puis elle a été écrite, puis elle est revenue à l'oral, puis il y a eu des courants, des modes et tout ça. Donc, je me suis intéressée à ça, parce qu'il y a vraiment un rapport avec la place des femmes dans la culture. Et je me suis intéressée à mon autre film, mon troisième film, c'est les personnages féminins dans les contes. Et je tiens à préciser, même si ça peut sembler évident, que quand je parle de l'histoire des femmes, quand je parle les personnages féminins, ils sont toujours en interaction avec les personnages masculins. L'histoire des femmes est en interaction avec l'histoire des hommes. Et étant femme, je sais que si j'ai une expérience spécifique en tant que femme qui m'amène à défendre certaines opinions, certains droits, à porter le regard sur certaines choses plutôt que d'autres, ce n'est jamais exclusif par rapport aux hommes, parce que comme toutes les femmes, j'ai un père, des grands-pères, des oncles, des frères, éventuellement un fils ou des fils, etc. Et donc notre vie affective, intellectuelle, éventuellement sexuelle, éventuellement spirituelle, est incluse dans une globalité faite d'interactions entre les hommes et les femmes. Donc, quand je parle des femmes dans les contes, je parle aussi des hommes dans les contes. Et on a retrouvé des sépultures de guerrières celtes avec leurs chevaux, leurs épées, tout leur harnachement, des bijoux et tout ça que pendant tout un temps on n'a pas identifié comme femmes parce qu'elles, comme elles étaient grandes et fortes, on pensait directement, on disait c'était des hommes. Mais maintenant avec les études qu'on peut faire à des prélèvements d'ADN et tout ça, on dit non, c'était bien des femmes. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, ouais, mais il y a certainement un rapport entre la place des femmes dans la culture celte et la place des personnages féminins dans les contes. En tous les cas, s'il y en a un qui m'a bien titillé et à partir duquel, du coup, j'ai produit un spectacle, c'est le Barbe Bleue de Charles Perrault, qui est toujours étudié, présenté, Charles Perrault en l'occurrence, comme une référence des contes français. Et donc, où en fait c'est un conte, La Barbe Bleue, ça s'appelle, qui est totalement misogyne et qui est en fait un détournement vraiment, je dirais, scandaleux, vu les morales qui prétend. Je trouve encore plus scandaleux que c'est ça qu'on fait étudier comme conte en français dans les écoles. C'est un détournement radical de toute une variante de conte, en fait, autour du motif, non pas de Barbe Bleue, mais du prédateur. Et du prédateur qui peut avoir le rôle de grand sorcier, parfois c'est un monstre et tout ça, qui attire des femmes, des jeunes femmes dans le mariage pour finalement les tuer. Donc en fait, c'est toute cette variante de conte qui existe dans toute l'Europe parle des féminicides et nous dit que les féminicides, tristement, fait partie de l'histoire des femmes et de l'histoire de l'Europe. Et donc, je trouve que ça aurait été intéressant, quand on en parle dans l'école, qu'on en parle pour parler des féminicides. Or, quand ils en parlent en français dans l'école, c'est pour dire que c'est vraiment formidable de dire que l'herbe verdoie, etc. Enfin, ces petites ritournelles, sans du tout traiter le problème qui est posé par le conte. Et la façon dont Charles Perrault l'aborde, qui est assez typique du déni. Donc, j'ai quelque chose à voir avec cette histoire de la Barbe Bleue et du coup, j'étudie aussi plein d'autres contes qui parlent de ça de façon différente. Ici, on est quand même au cœur de l'Auvergne, que l'Auvergne a été intéressée vraiment parce que c'est aussi en Auvergne qu'on connaît mieux, disons, la culture celte, parce qu'on a, voilà, l'histoire, il y a des musées, il y a eu des expositions, il y a tout ça, il y a vraiment les racines de la culture celte, et que c'est les contes celtes qui ont été qui m'ont fait le premier déclic qui m'a impulsé dans cette recherche, à cause de la place des femmes dans la culture celte, qui est spécifique et qu'on reconnaît vraiment comme spécifique si on étudie des contes celtes. Et donc il y a cet aspect-là par rapport à la culture auvergnate. Et il y a aussi Henri Pourrat, qui est auvergnat et qui a fait une somme de recherche passionnante qui s'appelle Le Trésor des contes. Et il y a beaucoup des contes sur lesquels j'ai travaillé pour trouver la place des femmes dans le monde rural et leur place dans la transmission des contes, qui se réfèrent
au Trésor des comptes et au travail d'Henri Pourrat, qui est vraiment très pointu, très spécifique, et où il est un des rares à avoir noté le nom et à s'être intéressé à la place sociale des personnes auprès desquelles il a recueilli des comptes, qui étaient très, 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 disons, majoritairement, mais plus que majoritairement, qui étaient des femmes du monde rural. Et sans le travail d'Henri Pourrat, je ne ferais pas cette conférence.